Salut tout le monde, de retour pour une vidéo géopolitique. Beaucoup de gens m'ont demandé mon opinion sur les situations de tension qui existent entre la France et la Turquie. Et c'est vrai que c'était un sujet sur lequel il fallait impérativement, je pense, intervenir. Parce que les derniers incidents qui ont eu lieu entre la marine turque et la marine française ne sont pas du tout triviaux. Alors, il faut déjà resituer le contexte général avant même d'en arriver à l'incident bien précis par lequel un engagement s'est vraiment affirmé militairement entre la marine turque et la marine française. D'abord, depuis l'intervention de différents pays de l'OTAN en Libye, la situation en Libye est catastrophique. Il faut bien se rappeler ce qu'avaient dit certains philosophes à l'époque, et c'est bien sûr à Bernard-Henri Lévy que je pense, que cette intervention était nécessaire, absolue. On a d'autres écrivains de plus ou moins seconde ou troisième zone qui avaient pris fait et cause aussi pour une intervention en Libye. On sait que la Libye était le pays d'Afrique qui avait le plus fort indice de développement humain, qui est donc un indicateur composite qui prend en compte le risque de mortalité à la naissance et l'alphabétisation, et que la pauvreté avait été éradiquée en Libye. Cela n'a pas empêché la France, en tout cas en réalité les États-Unis, de sous-traiter une intervention en Libye à la France, à l'Italie et à l'Angleterre. Et cette intervention a totalement déstabilisé l'Afrique du Nord, mais aussi l'Afrique subsaharienne en réalité, le Tchad, et jusqu'aux populations peules et Touaregs. Et on en paye encore les conséquences aujourd'hui, notamment sur le plan migratoire. Cette guerre était un déshonneur, on ne peut pas dire les choses autrement, elle a été un déshonneur pour la diplomatie française, pour la diplomatie britannique, pour la diplomatie italienne. Et la Turquie s'est engouffrée dans la brèche de cette guerre. Aujourd'hui, la Libye est un pays profondément tribal, ce qu'elle était avant, mais elle était unifiée autour de la figure de Kadhafi. Alors, soyons clairs, Kadhafi non seulement n'était pas quelqu'un de stable mentalement sur le plan personnel, mais a raté plusieurs opportunités de laisser une Libye qui n'aurait pas pu prêter le flanc aux attaques. C'est tout à fait vrai, il a raté plusieurs opportunités de transition, on ne va pas dire démocratique parce que ce serait un terme beaucoup trop galvaudé, mais en tout cas qui aurait pu permettre à la Libye de moins prêter le flanc à, je ne vais pas dire aux attaques d'ailleurs, je vais simplement dire à la diabolisation médiatique, parce qu'au fond c'est ça réellement la situation. Mais quoi qu'il en soit, Kadhafi qui était en train d'investir dans un dinar or pour l'Afrique, bien entendu, c'est un des plus grands griefs que différents pays avaient contre lui. On sait que le fonds souverain, les fonds du fonds souverain libyen ont été volatilisés, évaporés, des milliards, des centaines de milliards d'actifs libyens se sont évaporés entre guillemets dans la nature. Donc, encore une fois, il ne fait absolument aucun doute sur non seulement l'horreur de l'intervention en Libye sur le plan moral, diplomatique, mais donc réellement sur le plan géopolitique. Cela dit, maintenant, la Turquie a donc pris position, et elle prend position contre notamment la France et l'Égypte, ce qui est encore plus important. L'Égypte a menacé à plusieurs reprises d'intervenir en Libye, notamment si la Turquie continuait de soutenir les positions qu'elle a soutenues. Alors donc dernièrement, une frégate, alors on dit frégate, mais concrètement c'est un destroyer, simplement le terme destroyer n'est pas un terme politiquement correct, et la marine française ne l'utilise pas. Donc la marine française n'a pas de destroyer d'un point de vue médiatique, d'un point de vue communication, mais les frégates de classe Lafayette sont bien entendu des destroyers au regard de leur tonnage et de leur capacité d'action. La marine turque a donc flashé, c'est-à-dire fait une acquisition en réalité. Une acquisition, c'est une phase qui est considérée comme un acte absolument agressif. De la même façon que quand vous pointez, quand vous acquérez en ligne de mire avec une arme à feu quelqu'un, c'est considéré par n'importe quel spécialiste et professionnel des armes à feu comme un acte absolument hostile qui ne devrait pas arriver. C'est-à-dire que si vous êtes un professionnel, vous ne devriez même pas laisser cette situation avoir lieu. Eh bien, à l'échelle d'un engagement naval, c'est tout à fait la même chose. On a, quand on acquiert une cible, qu'on se met en position d'acquérir une cible, c'est quelque chose qui peut être déterminé selon les règles de l'engagement comme un acte de guerre. Donc, il faut être très clair là-dessus.
la France n'a pas elle-même flashé les bâtiments turcs. En tout cas, d'après les informations que l'on a, la France ne l'a pas fait. À mon sens, elle aurait dû le faire. À mon sens, elle aurait dû le faire. Pour tout un tas de raisons en matière de démonstration de la détermination française, puisque, entendons-nous bien, acquérir la cible, ce n'est pas faire feu tout de même, mais cela montre qu'on est déterminé et capable de faire respecter nos armes et notre présence légitime dans la région, même si cette intervention en Libye est une catastrophe. La présence à ce moment précis d'une frégate Lafayette française était tout à fait légitime. La France était dans son bon droit d'avoir une présence navale dans la zone. Et j'insiste, je pense qu'elle aurait dû flasher ce bâtiment turc. Mais allons plus loin et essayons de faire une histoire qui, j'insiste, n'aura pas lieu. C'est-à-dire que le scénario que je vais vous déployer aujourd'hui, je considère très sincèrement qu'il n'aura pas lieu, pour tout un tas de raisons, bien entendu, que je vais vous détailler. Mais on peut faire de l'Uchronie, on peut essayer d'interroger le passé pour se demander ce qui se serait passé si tel ou tel événement avait été négocié d'une autre façon. Pour les personnes qui suivent les excellentes conférences d'Henri Guillemin, on a par exemple la grande question pendant la Commune, à la suite des événements 1870-1871, si par exemple Gambetta avait pu jeter sur les troupes allemandes qui faisaient le siège de Paris, je crois que c'était autour de 40 000 Bavarois, si Gambetta avait pu jeter les armées qu'il avait pu consolider autour de la Loire, et qui représentaient, je pense, autour de 140 000, si ma mémoire est bonne même, 140 000 soldats, que se serait-il passé? Le siège aurait été levé, l'Allemagne aurait été battue, et je crois même que c'est précisément dans les mémoires de Bismarck que l'idée même que l'Allemagne aurait pu être battue à ce moment-là était décrite formellement. Là, on peut faire de l'Uchronie, on peut faire une histoire alternative, que se serait-il passé si... Et il y a une excellente chaîne sur YouTube qui s'appelle Alter Is, donc histoire alternative, qui se livre précisément à ce genre d'exercice tout à fait intéressant. Mais je voudrais faire une Uchronie antérieure, c'est-à-dire vous décrire une chaîne d'événements qui n'aura pas lieu. J'insiste avec la plus grande fermeté sur le fait que cela n'aura pas lieu, parce que les personnages, les protagonistes des événements que je vais décrire n'ont ni le caractère ni la détermination de faire en sorte que ces événements aient lieu. Mais on pourrait tout de même décrire ce cours des événements, dont j'insiste d'ailleurs sur le fait que je ne les appelle pas de mes voeux. Je ne considère pas qu'ils soient dans l'intérêt notamment du peuple français, mais pas que. Anticipons maintenant la situation et essayons de construire une sorte de simulation sur les conséquences de la position turque actuelle. Alors il faut savoir que Recep Tayyip Erdogan est dans une position très difficile sur le plan diplomatique. C'est très certainement l'aide des Russes qui lui a permis de survivre à une tentative de coup d'État orchestrée par la CIA, dans laquelle il aurait été très certainement exécuté. Je suis convaincu, et je ne suis pas le seul, du fait que si le coup d'État avait bien eu lieu contre Recep Tayyip Erdogan, les Américains ne l'auraient pas laissé en vie. Et que depuis cette période, il est profondément paranoïaque. Pourquoi les Américains auraient-ils essayé de le liquider? Pour tout un tas de raisons qui viennent de ses positions, notamment vis-à-vis des frères musulmans, qu'il soutient de façon quasiment inconditionnelle dans la région et dont il est aujourd'hui un des plus grands banquiers, mais aussi donc soutien diplomatique. Et puis bon, sur sa position en Syrie et vis-à-vis de différents anciens alliés, aussi bien des États-Unis que de la France, qui devient de plus en plus encombrante aujourd'hui. Et c'est là qu'on peut voir d'ailleurs la diplomatie particulièrement affûtée que Lavrov et Poutine ont déployée vis-à-vis d'Erdogan. Si Poutine avait fait jouer uniquement ses émotions, il aurait pu être ravi de se débarrasser d'Erdogan, puisqu'après tout, il ne faut pas oublier que la Turquie a abattu, et ça c'est un acte de guerre, a abattu un avion russe et un pilote donc a été mis à mort du fait de la suite d'actions turques. Et si Poutine avait voulu simplement se concentrer sur ce fait et ne pas demeurer un joueur d'échecs froid, eh bien très certainement il aurait laissé faire le coup d'État contre Erdogan. Mais
Il a fait d'Erdogan un de ses obligés, en partie, hein, même si, bien entendu, Erdogan ne se considère l'obligé de personne. Mais il a fait en partie d'Erdogan un de ses obligés par cette action. Et a fait aussi que la Turquie peut fermer les yeux sur certaines actions russes en Syrie depuis cette période. Mais sur le plan diplomatique, donc, la Turquie, qui est réellement représentée par Erdogan aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit l'avis du peuple turc, puisque la situation économique de la Turquie s'étant dégradée depuis 6 ans, fait que, enfin même d'ailleurs plus que depuis 6 ans, je pense que c'est depuis 2012 que l'élan profond économique turc a été coupé. Et ça, quand on laisse traîner ce genre de situation, le soutien populaire ne peut que s'émietter aussi. Mais tout de même, Erdogan aujourd'hui représente la Turquie comme quelque chose une entité qu'on peut voir comme néo-ottomane. C'est-à-dire qu'il liquide l'héritage d'Atatürk à beaucoup d'égards. On le voit avec l'idée de décréter que la basilique Sainte-Sophie sera une mosquée, ce qui pose tout un tas de problèmes, d'ailleurs même au regard du culte, le culte musulman étant profondément aniconique, même les chiites sont aniconiques. Donc aniconique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on refuse les icônes dans la pratique du culte musulman. Alors je dis même les chiites dans le sens où il y a eu des miniatures persanes qui représentaient certains prophètes, donc il y a eu de l'iconisme dans certains cas à travers l'histoire du monde musulman, mais davantage chez les chiites. Cela dit, il existe des représentations de Jésus dans la basilique Sainte-Sophie, et donc l'utiliser pour le culte musulman pourrait être, ne serait-ce que sous cet aspect-là, un problème tout à fait concret. Mais bien évidemment, c'était avant tout une bravade diplomatique qui ne représente aucun avantage particulier pour la diplomatie turque, j'allais dire ottomane, par un lapsus révélateur. Mais les conséquences de cela sont que la Turquie est de plus en plus isolée, ce qui n'est pas du tout dans l'intérêt du peuple turc. Mais ça, c'est encore une fois une autre histoire. Et cet isolement de la Turquie pourrait être utilisé comme opportunité pour relancer l'Union européenne. Et j'insiste encore sur le fait que je ne souhaite absolument pas que l'Union européenne, qui est une bureaucratie antidémocratique profonde, et on l'a vu avec sa réaction à différents votes populaires depuis 2005, et bien évidemment à l'opposition populaire contre le projet de constitution européenne en 2005, mais réellement, je n'appelle pas de mes voeux une relance de la puissance et de la consolidation de Bruxelles, mais je dois constater, en tant que géopolitologue, qu'il existe une opportunité aujourd'hui de fédérer les plus grandes figures de l'Union européenne autour de la marginalisation de la Turquie. Et c'est le scénario que je voudrais développer avec vous. Pour comprendre ce scénario, qui pourrait donc être déployé par des européistes convaincus ou d'opportunité, mais en tout cas qui serait, c'est l'hypothèse que je vais faire, et j'insiste, ce n'est pas la réalité d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel en l'occurrence, mais qui seraient de redoutables opérateurs de réalpolitik, si Macron avait, disons, 20 ans de plus, et qu'il avait ce que les Grecs appelaient la pathemata mathemata, c'est-à-dire d'avoir appris dans la douleur, dans sa vie, à plusieurs reprises, d'avoir été éprouvé, et qu'il demeurait fidèle à sa volonté de prendre un certain leadership dans la construction européenne. Et j'insiste encore une fois, ce n'est pas mon objet, et cette fois pas en tant que géopoliticien, géopolitologue, c'est-à-dire je ne suis pas un praticien de la géopolitique, mais en tant aussi que militant. Mais si Macron en quelque sorte était Bismarck, et c'est là que je vais en venir, que pourrait-il faire pour se saisir de l'opportunité de la marginalisation de la Turquie? Eh bien, il faut revenir donc à Bismarck et à la façon dont il a unifié l'Allemagne à travers la deuxième moitié du XIXe siècle. Il faut savoir aussi que Bismarck, et ça c'est un point très important que je reprendrai dès que j'aurai l'occasion de faire une vidéo longue là-dessus, parce que le sujet nécessite vraiment d'être préparé en détail,
Bismarck était une des idoles politiques de Theodor Herzl. Herzl, le fondateur du sionisme. Et Herzl avait observé Bismarck et la façon dont il avait unifié l'Allemagne, c'est-à-dire des peuples qui passaient leur temps à se faire la guerre, des catholiques, des protestants, mais parmi les protestants, des luthériens, des calvinistes, etc., différentes dénominations. Et comment Bismarck avait pu unifier des peuples qui se méprisaient les uns les autres, les Hambourgeois étaient méprisés par les Munichois, qui eux-mêmes devaient être méprisés par les Berlinois, ou l'inverse. Et comment donc le Prussien Bismarck est parvenu à unifier toutes ces tendances? Eh bien, Herzl s'était posé précisément la question pour la définition du sionisme en tant que nationalisme jeune. C'est comme ça qu'il fallait le voir, et qu'il faut encore le voir aujourd'hui en réalité. Et Bismarck, eh bien, pour unifier tous les peuples de culture allemande, et d'ailleurs, il va procéder par la suite à ce fameux Kulturkampf, ce combat culturel, pour maintenir sous une chape de plomb ce leadership prussien en Allemagne, eh bien sûr, la méthode était très simple, il fallait trouver des ennemis. Bismarck s'est trouvé comme ennemi l'Autriche-Hongrie, qui est un ennemi traditionnel de l'unification allemande, déjà du temps de Frédéric le Grand, pendant la guerre de 7 ans. Et puis Bismarck s'est trouvé de petites victoires faciles avec le Danemark, et notamment donc dans les guerres du Schleswig, qui était un petit territoire très mal défendable, contesté par le Danemark. Et Bismarck a trouvé l'occasion d'exploiter une volonté, disons, va-t-en-guerre du Danemark. Et ça, c'est systématiquement ce que Bismarck va faire. Faire en sorte d'être attaqué le premier. Et c'est bien sûr ce qu'il va faire dans le cas français, en jouant la dépêche d'Ems pour donner l'impression que la diplomatie française avait été humiliée, et faire en sorte que la France lui déclare la guerre, ce qui était une stupidité absolument profonde. Il faut savoir que même Napoléon III avait des doutes, et avait des doutes très sérieux, même si il avait été vainqueur de la guerre de Crimée, et donc la valeur des armes françaises était quelque chose d'assez, je ne vais pas dire acquis, mais en tout cas consolidé pour lui. La perspective d'une guerre avec la Prusse, puisque l'Empire allemand n'était pas encore formellement décrété, et il le sera, comme vous le savez, à Versailles, n'était pas quelque chose donc de certain pour Napoléon III. Bismarck va faire en sorte d'être attaqué, et donc va pouvoir fédérer tous les peuples allemands, tous les peuples de culture germanique, par le fait qu'il a été attaqué. Et c'est cette stratégie machiavélique, cette stratégie de realpolitik qui fait la marque de Bismarck, et qui pourrait, et c'est ça l'objet de mon scénario pour considérer la situation turque, qui pourrait être utilisée si Emmanuel Macron avait 20 ans de plus, si il portait un très grand nombre de cicatrices. Il existe un trou de souris géopolitique dans lequel il pourrait s'engouffrer pour dépasser la crise majeure qu'il traverse et que son leadership traverse de façon légitime, puisque la gestion du coronavirus a été absolument catastrophique en France. Nous ne nous faisons aucune illusion à ce sujet, et soyons absolument clairs là-dessus, même au regard de l'histoire, parce que même si les pouvoirs publics français ont fait en sorte que la mémoire collective, dans 2 ans, 3 ans, ne retiennent que les masques obligatoires et se disent au fond, regardez, on avait des masques, la preuve, on en a porté, je me souviens. Vous savez, il est facile ce comportement humain par lequel des gens diront, je me souviens, j'étais là, tu sais, petit imbécile qui dit que nous n'avions pas de masque. Eh bien si, moi je me souviens, on nous a même forcé à en porter, figure-toi, oui, mais le détail du timing de ces masques n'était absolument pas en faveur des pouvoirs publics. Mais cette crise actuelle, le régime de Macron, et on ne peut l'appeler autrement, pourrait, j'insiste, s'il était bismarckien, s'il était un très très fin réel-politicien, se saisir du fait que la Turquie s'enfonce un peu plus dans le statut de paria aujourd'hui sur le plan diplomatique en Europe, pourrait être tenté de prendre le leadership d'une union contre la Turquie, et d'une union, c'est aussi là que j'insiste, qui n'exclurait pas une intervention militaire très rapide
Alors, il faut s'entendre, hein. Dès qu'on dit une intervention militaire très rapide contre la Turquie, on entend, bien entendu, une intervention militaire qui suivrait les lois qui étaient préconisées par Colin Powell. Je ne parle pas du temps où cet homme a dévasté son honneur et tout ce qui pouvait aller avec en agitant une pseudo-fiole d'anthrax aux Nations Unies. Le chef de la diplomatie américaine brandit un flacon d'anthrax pour dénoncer l'existence d'armes biologiques. Mais je parle avant, quand Colin Powell était opposé à la guerre en Irak, parce que oui, il a été opposé à la guerre en Irak à une époque, et quand il professait une doctrine qu'on a appelée la doctrine Powell, dans laquelle il y avait notamment le point que dans tout usage de la force armée, les objectifs devaient être très clairs et atteignables très rapidement. Eh bien, un emploi de la doctrine Powell dans une action militaire contre la Turquie se concentrerait très certainement sur Chypre. Chypre, qui est un territoire nominalement européen, mais qui est maintenu dans le statu quo d'une division aujourd'hui, précisément parce que la construction européenne repose sur une contradiction qui n'existait pas forcément à ses tout débuts, mais qui est la contradiction entre la solidarité de l'Union européenne et la solidarité de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN. Et c'est là que je voulais en venir, c'est-à-dire un politicien sait qu'il est naturel de tuer le père en politique. C'est non seulement naturel, mais c'est même en réalité nécessaire. C'est-à-dire que les autorités qui vous mettent au pouvoir, vous devez vous opposer à elles le plus rapidement possible quand vous êtes un politicien d'envergure historique. De Gaulle devait son pouvoir pendant la Deuxième Guerre mondiale à Churchill. Mais il s'est immédiatement opposé à lui, et de la façon la plus répétée possible. Parce qu'il fallait tuer le père, et c'est ce qui a fait de Gaulle un grand politicien. Cette capacité systématique à s'opposer aux puissances qu'il avait mises au pouvoir. Donc d'abord Churchill, et puis ensuite l'armée, en 1958. Et c'est bien sûr cette attitude de 60 à 62 qui va lui être reprochée comme une trahison, mais qui était en réalité une nécessité absolue d'affirmer son pouvoir exécutif. Parce que De Gaulle ne pouvait devoir son pouvoir à personne. Eh bien, Macron, à l'échelle individuelle, n'a pas eu le courage de tuer le père. Alors c'est pas seulement qu'il n'en a pas eu le courage, c'est qu'il n'en a pas eu les moyens. Pour tout un tas de raisons, aussi bien en matière de caractère qu'en matière très certainement de dossiers contre lui. Et l'affaire Benalla a, à mon avis, été un premier rappel de cela, que Macron ne peut pas envisager de tuer le père, c'est-à-dire de s'opposer aux syndicats d'intérêt qui l'ont mis en place, que ce soit les syndicats d'intérêt nationaux ou internationaux. Je pense bien évidemment au groupe Altis, mais aussi au groupe KKR, qui a joué un rôle majeur dans le succès politique d'Emmanuel Macron. S'il avait eu 20 ans de plus, encore une fois, il aurait mis un point d'honneur, mais aussi une priorité politicienne, à s'opposer le plus rapidement possible au pouvoir qu'il l'avait mis en place. Et donc on va continuer cette espèce d'Uchronie antérieure, c'est-à-dire une Uchronie future. Donc j'insiste, ce scénario ne se produira pas. Mais dans la situation actuelle de la Turquie, et dans le fait qu'elle est un paria, et dans le fait, et c'est aussi là que je voulais en venir, qu'elle pourrait être amenée à être vue comme l'agresseur. D'abord parce que le fait d'avoir flashé une frégate française est un acte d'agression. Et s'il avait été médiatiquement joué de la sorte, mais bien évidemment, à ce moment précis, il n'existait pas de volonté politique de l'utiliser. Comme par exemple, les États-Unis avaient pu jouer un faux incident, et on sait aujourd'hui historiquement que c'est un faux incident, donc une opération sous faux drapeau, l'incident du golfe du Tonkin, mais il y a eu d'autres cas où les États-Unis d'Amérique ont joué de faux incidents, notamment dans leur guerre avec l'Espagne pour Cuba au début du XXe siècle. Mais s'il y avait eu une volonté politique de jouer cela, et il ne faut pas douter de la capacité d'Erdogan à provoquer à nouveau d'une façon qui pourrait être utilisée contre lui. Car il existe maintenant dans la paranoïa, et je parle d'Erdogan en tant que personne, mais aussi bien sûr de son régime,
il existe dans la paranoïa qui frappe Erdogan aujourd'hui, suite au coup d'État, qui est une paranoïa bien entendu justifiée, mais du coup, un manque tel de rationalité par moment, pas tout le temps bien évidemment, mais un manque tel de rationalité par moment, qu'il est quasiment certain qu'Erdogan pourrait donner à un politicien machiavélique et fin praticien de la réelle politique des moyens de déclarer que c'est lui qui a attaqué le premier. Que c'est lui qui a attaqué, non pas la France, mais l'Union européenne, qui, en vertu du traité de Lisbonne, je crois de mémoire que c'est dans l'article 43 que ça se joue, il existe bien entendu une solidarité militaire entre acteurs européens. Et bien entendu avec la Grèce notamment. Donc si la Grèce venait à être attaquée, elle pourrait faire jouer la solidarité militaire de la France, de l'Italie, et même si Erdogan pense avoir séparé la Grèce de l'Italie sur le plan diplomatique, ce n'est absolument pas le cas. Et si Emmanuel Macron avait une pensée politique historique profonde et sincère dans sa volonté de défendre l'Union européenne telle qu'elle est ou telle qu'elle pourrait être, il pourrait être tenté de négocier, de manœuvrer dans un espace politique précis, mais qui existe et qui est rendu possible par le comportement de la Turquie. Et cet espace politique n'est pas plus étroit que celui dans lequel Bismarck a manœuvré pour déclarer l'Empire allemand. Et cet espace politique serait donc le fait de prendre un leadership, non pas avec l'Allemagne, qui a une très grande population turque et qui ne pourrait pas entrer dans une action militaire contre la Turquie de façon ouverte. Et donc j'insiste, quand je dis action militaire contre la Turquie, j'entends une zone d'exclusion maritime et j'entends une intervention éclair à Chypre, mais aussi une intervention en Syrie. Et c'est là aussi, si je veux poursuivre mon raisonnement, la France ne pourrait intervenir en Syrie qu'avec l'accord de la Russie. Or, si Macron voulait tuer le père sur le plan politique, il affirmerait avec une véhémence totale et avec les canaux diplomatiques appropriés qu'il est non seulement dans l'intérêt de la France d'avoir une alliance, je ne dis même pas une diplomatie qui soit construite ou suivie avec Moscou, mais une alliance de circonstances, dans certaines situations avec Moscou. D'abord sur le plan économique, l'économie russe est tout à fait complémentaire avec l'économie allemande et l'économie française, et il existe tout un tas d'opportunités aussi bien historiques qu'économiques, et je dis historiques, c'est-à-dire sur le temps long. Sur le temps long, la Russie ne veut pas être une puissance asiatique. Nous l'avons jetée dans les bras de la Chine, c'est une erreur, mais malgré le fait que nous l'ayons jetée dans les bras de la Chine depuis 2001, par l'intervention en Irak, par l'intervention en Libye notamment, eh bien, la Russie ne souhaite pas être une puissance asiatique pour tout un tas de raisons qui viennent d'abord de son origine, de son histoire, mais aussi du fait que l'essentiel, les 2/3 de sa population, sont à l'ouest de l'Oural et qu'elle est géographiquement et démographiquement une puissance européenne, mais elle l'est aussi culturellement depuis aussi bien Ivan le Terrible que Pierre le Grand, qui avait fait de Saint-Pétersbourg sa capitale, une ville culturellement européenne. Et on pourrait aussi reprendre Catherine de Russie, qui avait voulu affirmer la protection des chrétiens d'Orient dans l'actuelle, ce qu'on appelle la Syrie donc aujourd'hui. Et ça, ce sont des clés diplomatiques pour comprendre dans quelles circonstances la France et la Russie pourraient produire une alliance de circonstances contre la Turquie, en Syrie et à Chypre. Si en politique, il faut tuer le père, et que l'OTAN est le seul père réel de l'Union européenne, alors il faut faire ce point. Pour les gens informés en géopolitique et en histoire, c'est quelque chose qui ne se débat même pas. C'est tout de même Eisenhower qui, au Luxembourg, invite la construction européenne à se réaliser et parle déjà d'États-Unis d'Europe. Et c'est en réalité la dynamique de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui a modulé toute la construction européenne, qu'on le veuille ou non. L'OTAN, on le sait, était, des mots même de son premier chef, a été établi pour
garder les Russes en dehors de l'Europe, keep the Russians out, keep the Germans down, donc calmer l'Allemagne, la maintenir dans une position qui ne lui permettrait pas de prendre le leadership européen, et keep the Americans in. Et c'est la tension permanente entre une éventuelle construction européenne et la géopolitique de l'OTAN, qui est que, en admettant même que l'Union européenne ait pu fonctionner, ait pu être quelque chose de sérieux et de démocratique, j'insiste, la raison pour laquelle elle ne fonctionne pas est tout de même avant tout qu'elle n'est pas démocratique, mais on peut aussi bien entendu défendre le fait que c'est une réalité historique qui fait qu'elle ne fonctionne pas. Mais mon opinion est que c'est avant tout la réalité démocratique et son absence totale de démocratie et la corruption de sa bureaucratie qui font qu'elle ne fonctionne pas. Avant tout. Et les autres arguments s'entendent bien évidemment. Eh bien, il y avait donc une tension permanente, c'est-à-dire que dès que l'Union européenne devenait trop puissante économiquement, elle était calmée par les États-Unis qui ne voulaient pas voir à leur porte un concurrent à la hauteur par exemple du Japon. Quand l'industrie automobile européenne est devenue trop puissante, et jusqu'à récemment, parce que ça a été par vagues, eh bien les États-Unis l'ont rappelé à l'ordre. On a eu tout un tas de procès contre Volkswagen sur le fait que oui, le groupe Volkswagen truquait ses chiffres par exemple en matière de pollution, mais Dieu sait que les industries automobiles américaines le font aussi. Simplement, il existe une asymétrie totale en matière de sanctions, d'amendes, entre l'Europe et les États-Unis. Les banques européennes sont systématiquement étrillées par les États-Unis, mais ce n'est que très rarement que les pays européens parviennent à éventuellement arracher une amende qui sera de toute façon contestée et inversée au groupe américain. Et si on essaie de comparer vraiment la balance entre les amendes qui ont été infligées à tous les grands groupes européens, je pense à BNP Paribas en Iran, je pense à Peugeot Citroën, et je pense bien sûr à Volkswagen, eh bien on voit que la balance est totalement défavorable à l'Europe. Mais c'était de la même façon du temps de Concorde, qui était déjà une entreprise européenne. Et dès que Concorde s'est mis à représenter une concurrence majeure, parce que là, l'Europe, pour le coup, avait une avance majeure sur le plan technologique vis-à-vis des États-Unis, eh bien les États-Unis ont détruit commercialement Concorde en lui interdisant d'atterrir à New York, ce qui était l'essentiel des sources de revenus programmées dans le business plan de ce projet. Donc, il y a toujours eu cette tension entre l'OTAN d'un côté, les intérêts américains, et les intérêts d'un espace européen qui pourrait être un marché commun, ou en tout cas du charbon, de l'acier, et puis plus tard de l'énergie, pourquoi pas des brevets. Par exemple, le programme Erasmus était un excellent programme européen. J'ai beau être profondément eurosceptique, ça ne m'empêche pas de dire que le programme Erasmus aurait dû être pour le coup beaucoup plus développé, ne serait-ce que pour créer un multilinguisme qui serait à l'avantage des nations européennes, très clairement. Avoir le trilinguisme ou même le quadrilinguisme comme standard à travers la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne serait quelque chose de profondément bénéfique aux intérêts nationaux bien compris des nations et des États-nations européens. Même donc en admettant qu'ils gardent leur monnaie et leurs frontières, ce que je défends. Mais donc, tuer le père, ça serait poursuivre dans l'idée que l'OTAN est en état de mort cérébrale, parce que la Turquie est dans l'OTAN, mais elle n'est pas dans l'Union européenne. Et donc faire jouer la solidarité européenne et affirmer que la solidarité européenne est supérieure historiquement et même moralement à la solidarité de l'OTAN serait une action qui, bien négociée par un leader, donc on continue à imaginer un Emmanuel Macron qui aurait 20 ans de plus et qui aurait des cicatrices et qui serait une sorte de Bismarck à la française, et bien là, la France pourrait obtenir un leadership total dans la construction aux communautés européennes. Elle pourrait rabaisser l'Allemagne dans le sens que si la France prenait le leadership d'une action juste contre la Turquie, donc à Chypre et en Syrie, avec une alliance de circonstances avec la Russie, l'Allemagne ne pourrait pas intervenir de façon trop frontale
de par la diaspora turque qu'elle a chez elle, et même si cette diaspora turque, bien évidemment, si la Turquie est attaquée, il semble assez évident qu'elle pourrait se sentir solidaire, mais en réalité, cette diaspora pourrait être travaillée pour la reconstruction de la Turquie, ou en tout cas dans l'idée que une défaite à Chypre et une défaite en Syrie ferait tomber le régime d'Erdogan et permettrait de normaliser les relations immédiatement, et que là on a toute une élite et une jeunesse turque qui pourrait être germanophone, qui pourrait être expédiée là-bas pour influencer les échanges et les intérêts. Bon, c'est quelque chose qui n'est pas totalement sans précédent dans l'histoire, hein. On avait la romanisation du temps des Romains, on aurait en l'occurrence une sorte d'européanisation de la Turquie. Et européanisation au sens bien entendu géographique, je parle. Mais si on suivait ce scénario, la France pourrait, attention, une France européiste, mais ça dépend de ce qu'on entend par européiste, mais une France qui voudrait prendre le leadership de ce qui reste de la communauté européenne, et appelons-la communauté plutôt qu'union. Un Emmanuel Macron qui se foutrait complètement du fait que Donald Trump l'a humilié à plusieurs reprises. Bon, on se souvient de la petite technique de la pellicule, mais qui est une technique de mafieux et qui est une technique de pouvoir, de testostérone, quoi, hein, à laquelle un énarque comme Emmanuel Macron, qui n'a pas connu ce genre de situation physique avant d'être élu, ne pouvait pas être préparé. Mais s'il abandonnait toute animosité et ne faisait que de la réelle politique avec quelqu'un qu'il méprise, mais qu'il peut considérer comme un allié de circonstance important, eh bien, il existerait un trou de souris géopolitique pour Emmanuel Macron de prendre le leadership d'une action rapide avec la Russie, avec les États-Unis de Donald Trump, avec l'administration Trump, qui n'a absolument pas peur du fait que l'OTAN peut être en état de mort cérébrale. C'est pas quelque chose qui empêche Trump de dormir. Et en ce cas, puisque le rêve de Trump, c'est d'avoir un marché euro-atlantique, le rêve de Trump, c'est d'avoir une union euro-atlantique, de facto, il se fout complètement qu'elle soit politique, il se fout qu'elle soit étatique, qu'elle soit donc des États-Unis d'Europe comme l'aurait voulu Eisenhower. Non, tous ces détails-là, Trump ne s'en préoccupe pas. Ce qu'il veut, c'est qu'il y ait une intégration économique plus grande, c'est-à-dire des échanges commerciaux plus fréquents entre disons, l'axe Moscou, Berlin, Paris et même Londres. C'est pour ça qu'il se fout complètement c'est même pas il se fout, Trump est tout à fait ravi du Brexit. Ce qu'il veut, c'est une union économique de facto, une union économique concrète, dans les faits. Tous les noms, les drapeaux, tout ça, ça ne l'intéresse pas. Le drapeau européen, il s'en fout comme d'une guigne. Mais qu'il y ait une coopération économique poussée et prolongée dans tout le XXIe siècle, entre Moscou, Berlin, Paris, Londres et Washington, et Ottawa, et Mexico, l'ALENA, ça oui, ça intéresse Trump au plus haut point. Puisque lui, ce qui l'intéresse, c'est d'isoler la Chine. Eh bien, le caractère belliqueux de la Turquie actuellement, et ses positions en Libye, offriraient à un politicien déterminé et professionnel de la réelle politique une opportunité historique majeure de rabaisser l'Allemagne, mais de l'intégrer dans une union dont le leadership serait essentiellement franco-russe, de ramener la France en Syrie, malgré toutes les erreurs profondes qu'elle y a faites, toutes les erreurs mais profondes, du temps de timbrés comme Laurent Fabius ou de suiveurs comme François Hollande. Bon. Mais la France pourrait revenir dans la région, elle a déjà admis sa défaite sur le plan diplomatique, elle pourrait revenir, cette fois en pivotant vers la Russie. Qui y est préparé et qui accepterait un tel pivot? C'est ça qui est marquant. La Russie accepterait un pivot de la France vers elle en Syrie. Et là, les opportunités, non seulement économiques, mais aussi culturelles et diplomatiques, seraient majeures. C'est la route de la soie. C'est Palmyre. C'est l'avenir au XXIe siècle. Et là, la France pourrait se saisir du caractère belliqueux de la Turquie, faire en sorte d'être attaquée la première et pas elle. Alors, ça pourrait être la France, mais l'idéal, ce serait que ce soit la Grèce. Et ce serait que la France se tienne en embuscade derrière
et en concertation avec la Grèce, se tiennent en embuscade derrière une attaque éventuelle de la Turquie sur la Grèce ou un comportement qui pourrait être présenté médiatiquement comme une première attaque et une agression de la Turquie vers la Grèce. Là, la France pourrait s'engouffrer dans ce trou de souris historique. Si et seulement si elle s'est concertée avec Vladimir Poutine et Donald Trump, intervenir de façon décisive à Chypre et en Syrie, isoler définitivement la Turquie, mettre l'Allemagne hors jeu et se positionner sur les routes de la soie d'une façon légitime, puisque là, en l'occurrence, c'est la Syrie qui l'y aurait invité. Je sais que ce serait un retournement, mais ce retournement, la Syrie elle-même y est prête, puisqu'elle cherche à sortir de son isolement diplomatique. Voilà donc la situation. Il faut donc savoir que les relations entre la Russie, bien sûr, et la Turquie demeurent très tendues. Le porte-avions russe, l'amiral Kuznetsov, est en réalité, d'ailleurs, et nominalement, est un cuirassé, puisque le traité de Montreux, je crois que c'est le traité de Montreux qui régit donc la libre circulation à travers le Bosphore, considère que les porte-avions ne peuvent pas le traverser, et donc nominalement les Russes ont décrété que ce bâtiment est un cuirassé, mais c'est bien sûr un porte-avions. La situation avec la Turquie, quand l'amiral Kuznetsov traverse les Dardanelles, il y a des forces spéciales russes sur le pont avec des fusils antimatériels, donc des fusils même de 14-7, même pas de 12-7, donc c'est un calibre antimatériel qui pointe et qui vise différentes cibles à travers Istanbul. Donc la situation est tendue et les Russes ont la capacité d'intervenir. L'armée turque, certes, est un des meilleurs fabricants de drones de la région, c'est un fait, mais elle n'est absolument pas prête à une coalition qui interviendrait de façon décisive et très rapide, et simultanée surtout, dans le Kurdistan, entre guillemets, en Syrie et à Chypre en même temps. Et dans une situation qui serait comparable à la guerre des Malouines, pour simplifier, sauf que la projection de force serait beaucoup plus simple et que la légitimité serait beaucoup plus grande, un Bismarck contemporain pourrait se saisir de cette opportunité pour essayer d'unifier différents pays de la communauté européenne. De la même façon que Bismarck a utilisé et a créé des ennemis et a pris les opportunités que l'histoire lui donnait d'avoir des ennemis de l'espace culturel germanophone pour l'unifier en un empire, un Macron-Bismarck pourrait se saisir de cette situation historique pour essayer d'unifier un axe franco-allemand, mais cette fois avec un leadership français total sur l'Allemagne, sur le plan aussi bien diplomatique que culturel et militaire. Et ce leadership total de la France sur l'Allemagne ne pourrait exister qu'en ayant une diplomatie assumée avec Moscou et avec Washington. Voilà ce que les initiatives de la Turquie vers la Libye actuellement, mais aussi vers la Grèce, construisent comme opportunité géopolitique. J'insiste encore en conclusion sur le fait que ce cours des choses ne se produira pas, parce que le caractère des personnes qui pourraient le produire est inexistant. Mais s'il était existant, s'il était à la hauteur de ces événements, voici une des situations historiques qui pourrait découler du fait que la Turquie a effectivement manifesté ce qui pouvait s'interpréter comme un acte de guerre vis-à-vis de la France.